nouvelle émission Passé-Présent, l'émission d'histoire de TV Liberté et l'émission de Philippe Conrad. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, j'évoquerai un événement bien oublié. Il s'agit de la signature en 1928 du pacte Briand-Kellogg. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai retenu cet épisode. Et puis ensuite, Catherine vous parlera du reflux vers Sigmaringen en Allemagne du Sud d'un certain nombre de personnalités de Vichy en 1944, de Vichy et de la collaboration. Il y a là une matière tout à fait intéressante à aborder. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des droites, qui viendra nous parler de la corruption et des scandales financiers, puisqu'il a donné un article, une synthèse tout à fait originale à la Nouvelle Revue d'Histoire, qui a consacré dans son numéro 80 actuellement en kiosque tout un dossier à cette question. Mais tout d'abord, ce pacte Briand-Kellogg conclu en 1928 à Paris avec 57 États présents, dont 9 ne faisaient même pas partie encore de la Société des Nations. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein, ces grands-messes d'unanimité planétaire dont nous venons d'avoir un exemple avec la conférence internationale consacrée à l'écologie et au réchauffement climatique. Eh bien, cela va nous amener à évoquer les espoirs pacifistes qui avaient touché la plupart des pays au cours des années 1920, après la terrible épreuve qu'avait été la Première Guerre mondiale. Et dans ce contexte, il y a un personnage qui joue un rôle tout à fait essentiel, c'est Aristide Briand, qui symbolise un petit peu, qui résume ces espoirs pacifistes des années 1920. Aristide Briand, surnommé le pèlerin de la paix, le père de l'Europe, l'une des figures politiques les plus en vue donc de cette période. Qui est-il? Il est originaire de la Loire inférieure, c'est ainsi qu'on désignait à l'époque le département dont le chef-lieu est Nantes. Son père tenait un bistrot à Saint-Nazaire, il est d'origine populaire, toute petite classe moyenne. Il va devenir avocat. Un avocat populaire, très doué, une éloquence tout à fait remarquable. Il va se faire connaître en défendant essentiellement les syndicalistes, les antimilitaristes au début de sa carrière. On va donc le retrouver tout naturellement dans les rangs socialistes et il est élu en 1902 alors qu'il a 40 ans, député de Saint-Étienne. Mais il ne va pas rejoindre le Parti socialiste, il va jouer un rôle de socialiste indépendant et sa notoriété va franchir une étape supplémentaire en 1905 dans la mesure où c'est lui qui est désigné pour être le rapporteur de la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Déjà, ses qualités de diplomate vont permettre d'aboutir à des résultats et de réussir un compromis sur cette question qui était évidemment à l'époque extrêmement sensible. Il sera ensuite ministre dans le ministère Sarrien, dans le ministère Clémenceau, ministre de l'Instruction publique et des cultes. Il se crée à cette époque des réseaux parlementaires. C'est un homme chaleureux qui dispose d'un charisme certain. Et à 48 ans, en 1910, il constitue son premier gouvernement. C'est le premier d'une longue série puisqu'il sera ensuite encore 10 fois, à 10 reprises, président du Conseil. Et c'est un homme qui est en mesure de bénéficier de soutiens forts divers, puisqu'on le verra être président du Conseil à l'époque de la Chambre Bleu Horizon au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais on le verra aussi président du Conseil en 1925, un an après la victoire du cartel des gauches. Ce qui va pourtant, au-delà de sa carrière politique, marquer particulièrement le personnage,
c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Il a été président du Conseil pendant cette Première Guerre mondiale. Il faut rappeler qu'aux élections du printemps 14, il y a une très large majorité de gauche qui l'a emporté. Ça peut paraître paradoxal, mais c'était pour le retour à la loi de 2 ans de service militaire. Évidemment, on n'a pas été déçu par la suite. Dès l'été 14, il est vice-président du Conseil et garde des Sceaux dans le ministère Viviani, qui va être entraîné dans la guerre donc en août 14. Il va se replier à Bordeaux. Il va être dans les premiers à rentrer à Paris dès le 9 septembre, alors que la bataille de la Marne n'est pas encore terminée, et militer pour le retour du gouvernement à Paris. Il est motivé par cette guerre. En tant que responsable, il s'y engage tout à fait directement, quelles qu'aient pu être ses opinions socialistes ou pacifistes antérieures. C'est ainsi, lui, qui lance en janvier 1915 l'idée d'un second front dans les Balkans, idée qui sera reprise, on le sait, par Churchill avec l'affaire des Dardanelles. Briand restera toujours convaincu de l'utilité de ce front des Balkans. Ce sera l'origine de l'armée de Salonique, et il faudra attendre un peu, mais en 1918, effectivement, cette armée de Salonique, cette armée d'Orient, prouvera tout à fait son utilité. Sinon, il est président du Conseil à plusieurs reprises pendant la guerre. Il prend également le portefeuille des affaires étrangères. En février 1916, il exige de Joffre que Verdun soit défendu. Et puis finalement, en 1917, il va abandonner la présidence du Conseil. D'autres vont le relayer, Ribot, Pinlevé par exemple, plus tard Clémenceau. Et à ce moment-là, il fait partie de ceux qui font le pari d'une éventuelle paix de compromis. Ils sont plusieurs, Joseph Caillaux est de ceux-là. Briand va même tenter de négocier en parallèle, de négocier secrètement. Ce sont les fameux contacts Briand-Lanken, mais qui restent sans lendemain parce que le gouvernement français va intriguer pour que cela aboutisse à l'échec. Et quand Clémenceau arrive au pouvoir, ces perspectives-là sont complètement abandonnées. Il est absent de la conférence de la paix, absent lors de la signature des traités à Versailles, mais il est critique sur les clauses de Versailles, car il craint évidemment les effets à long terme de la montée d'un revanchisme allemand, notamment à propos du fameux article 231 du traité qui définit l'Allemagne comme seul responsable de la guerre. En revanche, il est tout à fait séduit par les projets wilsoniens, notamment le fameux 14e point de la déclaration formulée par le président Wilson en janvier 1918, qui prévoyait la naissance d'une association générale des nations pour imposer justement des arbitrages, pour éviter le recours à la guerre. C'est le projet de la SDN, de la Société des Nations. Elle est inscrite en préambule de tous les traités qui sont conclus lors de la conférence de la paix à Paris. Briand et prudent, il explique qu'elle sera ce qu'on la fera. Il veut voir en quelque sorte pour y croire, mais il sera ensuite l'un des plus brillants avocats de l'institution. En attendant, les choses se présentent plutôt mal. Le Congrès américain a désavoué Wilson, et donc les États-Unis ne feront pas partie de cette fameuse SDN voulue par le président démocrate. La Russie soviétique est absente évidemment de cette SDN, les pays vaincus, dont l'Allemagne également. Donc des conditions d'après-guerre qui sont peut-être un petit peu difficiles pour assurer le maintien de la paix. Toujours est-il que Briand va revenir aux affaires, il va revenir à la présidence du Conseil, il va revenir au Quai d'Orsay. Évidemment, la gestion de l'après-guerre est difficile. Il constate à la conférence navale de Washington que les Français sont réduits à la portion congrue par les puissances anglo-saxonnes en matière de capacité navale. Donc à ce moment-là, il doute quelque peu des possibilités qu'il y a de s'appuyer sur l'Amérique pour garantir à long terme la paix, et il va un petit peu tout miser sur l'entente franco-britannique.
Il va négocier avec Lloyd George, le Britannique, sur la répartition des réparations, par exemple. Mais ensuite, ce n'est plus le temps de Briand, hein, quand Poincaré va arriver aux affaires. Ensuite, en 1922, Poincaré va décider l'occupation de la Roure, par exemple, au début de 1923. Donc, le recours à une politique de force. Et c'est une période pendant laquelle Briand se retrouve dans sa maison de campagne de Cocherel à méditer sur une paix qu'il est bien difficile d'établir. Alors on pense arriver à une étape positive en septembre 1924 avec le plan d'Aves concernant le paiement des réparations allemandes. Dans le même temps, le cartel des gauches a gagné les élections du printemps 24 en France, avec à son programme une politique étrangère moins coûteuse, ce qui veut dire réduire les budgets militaires et donc trouver avec l'Allemagne des arrangements, un nouvel équilibre qui apaise les tensions consécutives à la guerre. Alors c'est dans ce contexte que Briand apparaît alors comme l'un des grands artisans de la politique pacifiste. Hein. Il va se retrouver président de l'Assemblée des Nations à Genève en septembre 1924 avec 48 États représentés. Il va être un militant infatigable ensuite du rapprochement franco-allemand. En 1925, il conclut avec l'anglais Austen Chamberlain et l'allemand Gustav Stresemann les accords de Locarno, par lesquels l'Allemagne reconnaît vraiment, en dehors du diktat subi en 1919, la perte de l'Alsace-Lorraine, mais elle ne reconnaît rien en revanche quant à ses frontières orientales. Mais il y a déjà pour les Français un point important qui a été ainsi acquis. Ensuite, Briand va jouer un rôle essentiel au Conseil de la Société des Nations pour régler un différend frontalier entre Grèce et Bulgarie, et il va se poser ainsi progressivement comme le symbole de la volonté de paix en Europe. À tel point qu'en 1926, quand Poincaré revient à la présidence du Conseil avec son gouvernement d'union nationale, eh bien Briand reste au Quai d'Orsay. C'est-à-dire que le cartel des gauches au pouvoir ou l'Union nationale qui va porter Poincaré, eh bien, Briand reste toujours dans le circuit parce qu'il apparaît comme l'homme de la paix. Et on va le voir en 1926 quand il milite pour l'admission à la SDN de l'Allemagne. Hein, c'est là qu'il tient son fameux discours demeuré célèbre à Genève: arrière les canons, arrière les fusils, arrière les mitrailleuses, grâce à la conciliation et à l'arbitrage, c'est fini la guerre. Voilà ce qu'il lance en 1926. Et les relations avec son partenaire allemand, Gustav Stresemann, vont ainsi se poursuivre jusqu'en 1929. Stresemann mourra en octobre 29, avant que l'Europe ne connaisse les effets de la crise déclenchée aux États-Unis. Alors Briand est-il naïf dans cette affaire? C'est ce que ses adversaires, évidemment, déclarent. Tardieu, par exemple, Clémenceau, pour ne rien dire, bien sûr, de la droite nationaliste de l'Action française, qui déteste Briand, hein, parce que on sait que Stresemann, il y a des courriers qui ont été adressés notamment au Crown Prince, dans lesquels il évoque son intention de finasser avec les Français, hein, la fameuse expression qui fut beaucoup reprochée évidemment à Briand. Il n'empêche que les deux vont recevoir tous les deux le prix Nobel de la paix. Hein, alors on en a vu d'autres qui l'ont reçu. On a vu Henry Kissinger et son interlocuteur vietnamien à une époque. On a vu Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, je crois. Enfin, recevoir le prix Nobel de la paix, ce n'est pas une garantie, évidemment, pour toujours. Pourtant, des concessions ont été obtenues. Briand a préparé l'évacuation anticipée de la rive gauche du Rhin par les Français, puisque l'Allemagne, apparemment, tout du moins, avait respecté à la lettre les clauses de désarmement qui lui étaient imposées par le traité de Versailles. Mais il suscite toujours, cependant, des critiques d'une partie de la représentation parlementaire. On le juge par trop naïf, par trop idéaliste, notamment sur cette question des relations avec l'Allemagne. Alors il va chercher, à la fin des années 1920, à rapprocher
l'Amérique de l'Europe. Il mesure bien quel poids représente l'Amérique sur le plan économique, géopolitique. Or, à cette époque, sous les présidences républicaines qui se sont succédées depuis 1920, eh bien, l'Amérique est farouchement isolationniste. Hein. C'est l'époque de l'America First du candidat Harding en 1920. Briand voudrait raccrocher un petit peu l'Amérique à la vieille Europe, parce que voilà la possibilité d'un équilibre nouveau qui serait, selon lui, favorable à la paix. Et en avril 1927, il va envoyer un message tout à fait vibrant d'émotion aux États-Unis à l'occasion du 10e anniversaire de l'entrée en guerre de ceux-ci, hein, afin de ranimer en quelque sorte la relation entre l'Europe et l'Amérique. Il va aller plus loin, même en juin 1927, il va proposer au secrétaire d'État américain, responsable du département d'État des Affaires étrangères, Kellogg, il va proposer la conclusion d'un pacte qui serait un pacte général de renonciation à la guerre. Voilà, un projet évidemment tout à fait ambitieux, et cette négociation, la négociation qui suit va aboutir tout simplement en août 1928, le 27 août 1928, à la conclusion d'un pacte de renonciation générale à la guerre qui est signé à Paris par 57 États. Donc tous ceux qui sont attachés à l'époque à l'esprit de Genève, c'est-à-dire à l'espérance de la paix, à l'espérance mise dans la négociation, mise dans l'arbitrage, eh bien ne peuvent que se féliciter évidemment de cette évolution. L'année suivante, en 1929, le plan d'Eves concernant les réparations allemandes aboutissant à son terme de 5 ans, un nouveau plan, le plan Young, est négocié, qui établit un échéancier de remboursement jusqu'en 1988. Donc un élément supplémentaire d'apaisement dans les relations franco-allemandes. Tout semble très bien parti. L'œuvre bâtie patiemment par Briand semble désormais porter ses fruits, mais patatras, on connaît la suite. Le krach de Wall Street d'octobre 1929 va engendrer les conséquences en série que l'on connaît et jeter à bas toute cette espérance pacifiste qui avait mobilisé une bonne partie des opinions au cours des années précédentes. Briand essaie de continuer dans le même sens. En juin 1930, il encourage la création par la SDN d'une commission d'études pour l'Union européenne, dont il va être le président pendant 1 an. Mais déjà, les choses commencent à mal tourner. Il subit un échec personnel en mai 1931. Il y a une élection présidentielle, puisque Gaston Doumergue a terminé son mandat. Entamé en 1924, Briand se présente, comme Clémenceau s'était présenté en 1919, même résultat décevant pour lui, le Congrès, députés et sénateurs, lui préfère Paul Doumer, pour le plus grand malheur de celui-ci, puisqu'il sera assassiné l'année suivante, on le sait. Pour Briand, c'est évidemment une grande déception. On ne fait plus appel à lui lors de la constitution des gouvernements et il va mourir sans avoir vu encore tous les effets de la crise se cumuler et se démultiplier, mais toute l'œuvre qu'il avait patiemment construite va se trouver très vite remise en cause. Le paiement des réparations, le moratoire ouvert de 1931 débouche en 1932 sur la conférence de Lausanne qui fait que l'Allemagne est libérée du paiement des réparations. Elle aura remboursé à peu près 25 milliards sur les 132 milliards prévus. Ça, c'est le résultat de la crise et de la volonté américaine, ce moratoire ouvert, de relancer ainsi l'activité, sans résultat. Et puis, au cours des années qui suivent, l'affaire de Mandchourie en 1931 fait que le Japon, condamné ou rappelé à l'ordre par la SDN, va tout simplement quitter la SDN. C'est
c'est un très mauvais début. En octobre 1933, l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur les armements fait que Hitler quitte à son tour la SDN avec l'approbation massive de son opinion publique. Alors ensuite, on va voir les États-Unis et l'URSS rejoindre l'institution genevoise, mais en 1936, la condamnation de l'intervention italienne en Éthiopie fait que c'est l'Italie maintenant qui quitte la SDN. Ce sera le tour de l'URSS en 1939 quand elle se verra reprocher l'agression contre la Finlande. Tout le rêve brillandiste s'effondre donc avec la Seconde Guerre mondiale, et il faudra attendre 1945, la conférence de San Francisco, pour que l'Amérique une nouvelle fois tente de relancer le rêve wilsonien d'une organisation des Nations Unies qui va voir le jour à ce moment-là. Comme quoi, les bons sentiments, ça ne suffit pas. Les bons sentiments ne font pas toujours une bonne politique. Une bonne politique. À tout de suite. L'été 1944, c'est l'été de tous les dangers pour le gouvernement de Vichy. Paris va tomber, on le sait, le 25 août. Et le 20 août, les Allemands forcent le maréchal Pétain, qui est toujours à Vichy, ils le forcent à aller en Allemagne, ce que le maréchal ne veut absolument pas. Le maréchal Pétain veut rester sur place, assumer ce qui va suivre, et surtout essayer de rencontrer le général de Gaulle pour lui transmettre le pouvoir d'une façon, j'allais dire, apaisée. Mais ça n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Les Allemands le font quasiment prisonnier et l'emmènent de force. Alors évidemment, c'est un vieillard, hein, il a presque 89 ans, il y a des menaces, semble-t-il, aussi sur la population de Vichy. Il finit par céder et part tout en disant haut et clair qu'il est prisonnier des Allemands. Il part avec sa femme et une poignée de fidèles, dont des gardes du corps, un amiral, un général et son médecin personnel, le docteur Ménétrel. Premier arrêt à Belfort, où là les Français qui suivent le maréchal Pétain vont prendre à la Banque de France 300 millions. Le maréchal va garder 1 million pour lui dans une sacoche, million qu'il va garder jusqu'à la fin en 1945. Et les troupes alliées se rapprochent, donc ça ne suffit pas, Belfort n'est pas assez loin. La direction, ça sera un petit village, enfin petite ville de 7000 habitants en Souabe, sur le Danube, Sigmaringen. Alors Sigmaringen, c'est un coin relativement épargné par la guerre, c'est une jolie petite ville avec des façades peintes, enfin c'est l'Allemagne comme on l'imagine, avec des fleurs aux fenêtres, des habitants un petit peu ruraux, et surtout dominé sur la falaise par un château absolument monstrueux. Vous imaginez le Haut-Königsbourg, mais puissance 4. C'est-à-dire que c'est le château des Hohenzollern, le dernier prince Hohenzollern, que les Allemands ont viré, il n'y a pas d'autre mot, pour le mettre d'ailleurs dans ce qui ressemble fort à une prison. Donc le château est vide d'habitants, et c'est un dédale incroyable de couloirs, d'escaliers, de salons, de salles des gardes. Il y a 9 niveaux dans cet énorme château qui est un peu kitsch, hein, c'est du médiéval du 19e siècle, avec des armures, avec des boiseries sombres, un couloir de 50 mètres. On a des descriptions assez drôles, en particulier de Lucien Rebatté, qui écrivait d'une façon très drôle. Il dit l'ascenseur, on pourrait y mettre une Simca. Les baignoires sont faites pour y baigner des chevaux, enfin tout est énorme, et le maréchal et sa petite troupe vont s'installer dans la plus belle partie au 7e niveau. Et bien au-dessous, il y aura Laval, qui lui aussi va se considérer comme prisonnier des Allemands. Et puis, il y a ce qu'on va appeler la commission gouvernementale française de Sigmaringen. Vu que
ni le maréchal ni Laval ne veulent plus avoir le moindre rôle dans ce qui se passe, eh bien il va y avoir une commission qui prend la suite. Et cette commission, elle est dirigée par Fernand de Brinon. Alors lui, il a un passé un petit peu lourd côté français, puisqu'il était le représentant de Vichy à Paris, et au mieux avec les Allemands, en particulier Otto Abetz. Fernand de Brinon, c'est une grande famille, c'est quelqu'un d'un petit peu louvoyant qui pense toujours que ça va s'arranger. Ben non, ça va pas s'arranger du tout, ça vous le verrez plus tard. Il y a Joseph Darnan, qui lui va être nommé ministre de l'Intérieur et du Maintien de l'Ordre. Alors, Joseph Darnan, lui aussi, alors c'est un autre genre que Fernand de Brinon, hein, c'est quelqu'un de beaucoup plus viril, militaire. Lui, c'est un combattant, et cette commission gouvernementale va très vite lui déplaire, parce que c'est très dérisoire, chacun va se battre pour avoir un titre de ministre, de secrétaire d'État. C'est un peu, j'allais dire, un royaume d'opérette, sauf que c'est pas drôle du tout. Et Joseph Darnan, c'est le patron de la milice, il est arrivé avec ses miliciens. Évidemment, pas question de loger les miliciens dans le château, il n'y a pas la place. Donc ils vont s'entasser dans une sorte de camp de toile à quelques kilomètres. Et souvent, ils sont accompagnés de leur famille, et c'est la misère. Il faut imaginer que c'est très, très difficile. Cet hiver à Sigmaringen va être très difficile pour les Français. Il y a un général aussi, parmi les ministres, le général Bridoux, qui lui s'occupe des prisonniers, et il y en a. En fait, ce mini-royaume français a quand même pas mal de Français à gérer en Allemagne. Hein. Il y a tous les prisonniers, il y a les miliciens, il y a tous les repliés, ça fait pas mal de monde. Inutile de dire que son rôle sera très très limité. Il y a le plus flamboyant, c'est Jean Luchaire. Alors Jean Luchaire, ministre de l'Information. Jean Luchaire, lui, c'est le mondain. Il papillonne beaucoup. Il crée immédiatement un journal, La France, et puis une radio, La Voix de la France. Et la France paraît régulièrement, évidemment, avec des titres catastrophiques, disant la France va tomber aux mains des Rouges, c'est le chaos à Paris. Enfin bon, c'est un journal qui n'est évidemment lu que par un tout petit nombre de Français repliés à Sigmaringen. Et puis il y a Maurice Déa. Alors Maurice Déa, Marcel Déa, pardon. C'est l'intellectuel. C'est l'intellectuel, lui, il est normalien, agrégé de philosophie. Il est là avec sa femme Hélène. Juste pour info, il avait séduit et épousé une de ses élèves de terminale quand il était prof de philosophie. Hélène suit, et c'est quelqu'un d'assez important, hein, parce que les femmes ont aussi un petit rôle dans cette aventure de Sigmaringen. Marcel Déa, il n'est pas aimé parce qu'il est trop froid, trop intellectuel, à la différence de Paul Marion, qui lui est le titi parisien, beaucoup plus sympathique, parce que tout ce monde-là se déteste et n'arrête pas de se faire des vacheries. Rebatté dira Sigmaringen, c'est la communauté réduite au caquet, c'est-à-dire que tout le monde dit du mal de tout le monde. Alors il y a d'autres personnes, outre Lucien Rebatté, il y a probablement le plus intelligent, c'est Jean Bichelonne. Alors lui, polytechnicien, sorti avec les plus hautes notes jamais eues à Polytechnique. Il a en particulier une mémoire absolument phénoménale, et quand il était étudiant, quand il s'ennuyait, il avait appris l'annuaire des chemins de fer, le Schex. Donc il était capable de dire tous les changements de train pour aller de Paris à Marseille à toutes les heures. C'est quelqu'un de phénoménal. Mais il a eu un accident de voiture. Au printemps, il a les deux genoux très abîmés, il souffre beaucoup, donc les Allemands lui proposent d'être opéré dans la clinique des SS par le meilleur chirurgien. C'est ce qu'il va faire. Malheureusement, il ne va pas se réveiller. Accident opératoire. On a dit qu'il aurait été assassiné par les Allemands parce qu'il se serait intéressé à l'eau lourde. C'est peu probable. C'est peu probable. Il y a également Jacques Doriot. Alors Jacques Doriot n'est pas à Sigmaringen, il est à 60 km de là, et c'est sûrement la tête la plus politique, celui qui a le plus envie de reprendre le pouvoir
avec Déa et Brinon, mais on va voir ce qui va lui arriver en février. Il va mourir dans une voiture qui sera mitraillée. Et puis arrive Louis-Ferdinand Céline. Alors là, choc de Louis-Ferdinand Céline, qui ressemble à un clochard. Ferdinand Céline a compris dès le printemps que ça tournait très mal à Paris et il est parti très vite. Son but, c'était d'aller au Danemark. Ça va pas marcher et il arrive, on a une description incroyable, il a une casquette de conducteur de locomotive, il a deux gros manteaux crasseux et dont les trous ne correspondent pas, il a une paire de moufles autour du cou, une autre paire de moufles à la ceinture et dans une besace, son chat Bébert qui va suivre tout le temps, toute la fin de la guerre. Alors Céline, lui, est nommé médecin à la place de Ménétrel, médecin de cette communauté, et il ne mâche pas ses mots, et je vous renvoie à son livre D'un château l'autre. Il est logé petitement avec sa femme Lucette dans un hôtel, mais c'est vraiment très misérable, comme la plupart de tous ces Français qui se sont repliés là. Et puis, il y a Robert Le Vigan, qui est un acteur, qui pleurniche toute la journée. Et puis, celui qu'on a appelé l'Abel Bonnard, Abel Bonnard, qui porte beau avec sa crinière, c'est un académicien français, homosexuel, flamboyant, qu'on a surnommé aussi Gestapette. Et tout ce monde-là se retrouve pour passer 7 mois d'hiver à Sigmaringen. Et la prochaine fois, je vous raconterai la suite. Est-ce que l'Allemagne va réenvahir la France? Vous le saurez la prochaine fois. Comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Dard. Olivier Dard est historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne Paris 4 et c'est un spécialiste de l'histoire des droites à l'époque contemporaine. Je l'ai invité aujourd'hui parce qu'il vient de publier dans la dernière livraison de la Nouvelle Revue d'Histoire, dont le dossier est consacré au scandale financier et à la corruption politique, un article de synthèse tout à fait éclairant sur ce phénomène, il faut bien le dire, récurrent dans notre vie politique, et cela depuis des décennies, puisqu'aucun des régimes qu'a connu la France au cours des 2 derniers siècles, finalement, n'a échappé à ce fléau. Alors, dans ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, qui est le numéro 81, et que vous pouvez trouver dans tous les kiosques, eh bien, vous trouverez un article consacré à la corruption sous la Révolution française. Les grands ancêtres n'ont pas été exempts de ce genre de dérive, et si on appelait Robespierre l'incorruptible, c'est peut-être que les autres l'étaient beaucoup moins. C'est ce que vous découvrirez à la lecture de cet article. Nous évoquons également le scandale Teste-Cubière sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, les petites affaires de Morny, le demi-frère de Napoléon III, notamment les scandales liés à l'expédition du Mexique, et puis sous la Troisième République, à la fois le scandale des décorations, dont était responsable le gendre du président Grévy, Wilson, le scandale de Panama, bien sûr, le krach de l'Union Générale, plus tard le scandale Stavisky, qui débouche sur les émeutes du février 34, sans oublier aussi les scandales, il y en eut un certain nombre, de notre plus proche Ve République. Alors, dans tout ce panorama, dans toute cette succession de scandales et d'affaires, nous allons essayer de dégager un certain nombre de constantes, de mettre en lumière un certain nombre de caractéristiques de ces différents épisodes. Et tout d'abord, Olivier Dard, vous établissez une distinction qui m'apparaît tout à fait intéressante entre les affaires et les scandales. On a parlé d'affaires Stavisky, mais on a parlé de
scandale de Panama. On a parlé d'affaires test cubière, mais on a parlé en revanche d'affaires comme le krach de l'Union Générale, par exemple. Comment établissez-vous la distinction entre affaires et scandale? C'est une distinction, je dirais, qui s'établit ne serait-ce que par l'observation justement de la dénomination. Il est très intéressant de constater que, en fonction des conjonctures, il y a des dénominations qui peuvent effectivement évoluer. Et en l'occurrence, si on repart des deux exemples donc de Panama et de Stavisky, c'est bien le canal qui polarise au moment de l'affaire du scandale de Panama en 1892, parce que ce scandale met en jeu, met en scène une multitude d'acteurs. Et c'est autour, effectivement, des chèques et de ceux qu'on appelle les chécards de Panama que se focalise l'attention, avec, cela étant, un scandale pour Panama qui est, du point de vue financier, beaucoup plus important que ne l'est, en toute proportion, et toutes choses étant égales par ailleurs, l'affaire Stavisky. Alors l'affaire Stavisky, elle est effectivement centrée sur celui qu'on appelle Monsieur Alexandre, parce que le personnage est à lui seul une forme de roman, et dans l'affaire Stavisky, il y a sans doute moins à prendre en considération les sommes en jeu, qui ne sont pas négligeables, mais qui à l'échelle de la France des années 30 ne sont pas considérables, que tout ce qui va de pair avec la personnalité de Stavisky, son rôle d'escroc, et les compromissions qu'il a pu nouer avec toute une partie du personnel politique. Alors, les scandales en question, les affaires en question, elles se situent à la liaison entre la politique et la finance. Alors, tout cela peut prendre des formes différentes. On a par exemple le cas de Wilson, qui est un cas assez grossier, si l'on peut dire, hein, le fameux trafic des décorations, le trafic des Légions d'honneur, avec un gendre du président de la République installant des bureaux à l'Élysée. Et puis alors l'affaire de Panama, comme vous l'évoquez, c'est une toute autre dimension. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelles sont les caractéristiques de cette affaire de Panama, de ce scandale de Panama? Oui, avant peut-être je reviens dans un instant sur l'affaire de Panama, mais ce qui me paraît important à noter, c'est que dans le cas français, les scandales, ou les affaires d'ailleurs, mettent pour l'essentiel en jeu la relation entre argent et politique. Et de ce point de vue, si on compare la situation française aux situations étrangères, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des affaires et des scandales, les moteurs peuvent être différents. Et en particulier, les mœurs peuvent à l'étranger déboucher sur des affaires et des scandales retentissants, alors qu'en France, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'affaires de mœurs, bien entendu, mais en France, le rapport entre mœurs et politique est envisagé du point de vue de la société, parce que le point de vue de la société est évidemment très important, sur un mode différent de ce qui peut s'observer dans les pays anglo-saxons. Oui, ça a moins marqué la mémoire. On pense par exemple au scandale des balais roses sous la 4e République, ou aux frasques d'un certain ancien directeur du FMI, plus récente. Finalement, on a l'impression qu'on passe l'éponge dans la mémoire collective. Alors, beaucoup plus vite. Dans le cas du FMI, c'est un petit peu différent, parce que pour le coup, l'époque là non plus n'est pas la même, hein, et le rapport évidemment à cette histoire est un peu différent, puisque d'un certain point de vue, les relations liées avec le monde anglo-saxon ont un petit peu changé la donne. Mais cela étant, sous les 3e et 4e Républiques, il est évident que bon, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Et pour prendre alors un exemple que nos téléspectateurs connaissent, l'affaire Lewinsky est en France quelque chose de difficilement pensable. Vous pensez qu'un ancien candidat à la présidence des États-Unis comme Gary Hart a pu abandonner la course à la candidature pour une affaire de mœurs, ça paraît en France peu probable. Et encore, affaire de mœurs, il suffit de couper sa femme. En fait. Pas de perversion. Il y a de ce point de vue un regard porté par les sociétés tout à fait différent. Alors, pour en revenir effectivement à Panama, bon, ce qui s'est passé à Panama est j'allais dire, d'une banalité affligeante. Hein. Il s'agit tout simplement de subordination d'un certain nombre de parlementaires qui ont touché des chèques pour soutenir effectivement la concession du canal de Panama. Alors, de ce point de vue,
il y a dans ces scandales, et je crois que c'est ce qu'il faut aussi mettre en avant, une forme de récurrence des formes du scandale et des formes de la corruption. Alors, même si aujourd'hui, évidemment, les choses se sont considérablement complexifiées avec la ramification et les progrès, si je puis dire, des ramifications en matière financière. Mais l'affaire Stavisky, elle également, elle est très simple. Hein. C'est tout simplement une escroquerie sous une forme de cavalerie par rapport au bon de Bayonne. Voilà, les choses sont simples. Je fais un appel de fonds. Eh bien, je vais tout simplement rembourser des intérêts avec le capital. Et évidemment, au bout d'un moment, la situation se complique. C'est la pyramide de Ponzi. Voilà, la situation se complique. Alors, il y a un type de scandale qu'on n'évoque pas tellement souvent, qui est de nature un peu différente, c'est le fait que la presse, des syndicats, des organisations peuvent être financés de l'étranger. On sait ce qu'il en était pour le Parti communiste qui était abondamment soutenu par l'URSS, mais dès avant la guerre de 1914, on sait que la Russie arrosait beaucoup la presse, arrosait beaucoup la presse française. On sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la guerre froide, les Américains ont soutenu la création de la CGT Force ouvrière pour apporter une contestation à la CGT qui était passée sous l'influence communiste. Eh bien, ces scandales-là, parce que quelque part, on peut considérer aussi que ces interventions financières relèvent de cette catégorie, on a l'impression qu'ils sont oubliés ou négligés ou sous-estimés. Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement connus parce que les historiens ont travaillé dessus, des Giraud sur les emprunts russes, etc. Simplement, pour qu'il y ait scandale, encore faut-il qu'il y ait médiatisation. Et donc, que, effectivement, à un moment, l'opinion puisse être polarisée par justement cet événement qui va s'appeler le scandale. Et par rapport aux questions liées au financement du Parti communiste, ou avant la guerre d'ailleurs, le financement du Parti populaire français par l'Italie fasciste, bon, il y a pendant longtemps des rumeurs, au bout d'un moment effectivement on peut le savoir, mais il faut que de ce point de vue, des campagnes de presse débouchent et trouvent un écho dans l'opinion pour que se cristallise sur une donnée précise, une affaire ou un scandale, effectivement, sans doute, une crise politique. Parce que ce qu'il est intéressant de noter en France, les choses aujourd'hui ont changé, mais c'est que les scandales, ou les plus importants, des scandales ou des affaires, se sont accompagnés de crises politiques graves. Et quand on met en parallèle, si vous voulez, l'affaire Stavisky d'un côté, encore une fois, dont l'ampleur financière doit être relativisée, et, vous le rappeliez tout à l'heure, Philippe, en ouverture, l'émeute du 6 février 1934, qui est quand même à l'origine de 19 morts. Quand je dis 19 morts, c'est parce que je compte ceux qui sont décédés immédiatement des suites de leurs blessures. C'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Et aujourd'hui, je pense, pour nos contemporains, difficilement imaginable, difficilement envisageable d'ailleurs, que la société puisse non seulement s'emballer en quelque sorte pour ce type d'affaires, mais que toute une partie des Français, notamment des Parisiens en l'occurrence en 1934, puissent se retrouver dans la rue quotidiennement pour défiler et dénoncer cette situation, avec de leur point de vue d'ailleurs des arrière-pensées politiques, pour dénoncer bien sûr le régime, le personnel politique et les institutions en place. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le signaliez très bien, il n'y a pas de commune mesure entre ce que représente financièrement l'affaire de Panama et l'affaire Stavisky, et l'affaire de Panama n'a pas engendré, elle, un mouvement comparable dans la rue. Alors il y aura bien sûr les émeutes après la mort de Félix Faure, mais c'est un petit peu après. On n'a pas le sentiment que le scandale est conduit directement à une traduction politique sous forme d'agitation, d'émeutes, etc. Alors oui, alors vous avez tout à fait raison, mais la chose s'explique. La chose s'explique parce que Panama, au fond, se situe dans le sillage de l'échec du boulangisme. Et le boulangisme, donc ce sont les années 1885-1889, c'est l'espoir qu'ont un certain nombre de gens qu'on appelle des révisionnistes, c'est-à-dire qui veulent à ce moment-là transformer en profondeur effectivement les lois constitutionnelles de 1875 pour en finir avec une république parlementaire réputée ne pas préparer la revanche. Et pour toute une série de raisons, le boulangisme s'achève dans un échec profond. De manière assez pitoyable. Voilà, échec électoral en 1889, le suicide de Boulanger, etc. Et il faut comprendre le Panama comme l'opportunité que voit
une partie des publicistes nationalistes, car le nationalisme est né à l'époque du boulangisme, pour essayer de relancer un nationalisme qui est extrêmement affaibli. Alors, ils vont y parvenir du point de vue de la presse. C'est par le Panama qu'Édouard Drummond crée la libre parole, mais ils n'y parviennent pas en revanche du point de vue de la mobilisation militante, à la différence de ce qui va se passer quelques années plus tard avec l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'il faut évidemment lire le scandale de Panama dans une temporalité moyenne entre le boulangisme et l'affaire Dreyfus et ses suites. Il y a un certain délai pour que l'écho se transforme en mouvement de rue. C'est un petit peu le krach de l'Union générale. Il peut participer aussi à l'origine du boulangisme à sa manière. Et d'un certain point de vue, puisque nous parlions de Stavisky, Stavisky doit être lu pardon, excusez-moi, du point de vue de l'affaire comme la suite d'autres affaires et d'autres scandales des années 30, Oustric, etc. La chose se polarise, le scandale, la mobilisation s'opère avec l'affaire Stavisky, mais elle s'opère avec l'affaire Stavisky parce que il y a à ce moment-là une mobilisation qui commence à prendre forme à la fin de l'année 1933, mais surtout qui, en l'occurrence, va se développer avec le suicide de Stavisky le 8 janvier 1934, qui là est un détonateur extraordinaire. Et avec un contexte général aussi antérieur à la révélation de l'affaire Stavisky qui est très fort. On a eu, je crois, entre 32 et 33 5 gouvernements. Au moment où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, on voit bien que les limites du régime parlementaire qui était sorti requinqué de la victoire de 1918, mais qui, au tournant des années 30, dans le contexte de la crise, d'une situation internationale nouvelle, ne paraît plus du tout en position de faire face à ces nouveaux défis. Ce qui explique sans doute aussi la mobilisation qu'a engendré cette affaire Stavisky. Alors, les scandales ou les affaires, ils valent aussi, vous le montrez, ils sont intéressants aussi à aborder, à analyser par l'étude ou l'identification de ceux qui les dénoncent. Car évidemment, il n'y a pas de scandale s'il n'y a pas de médiatisation, comme vous l'avez dit, mais il faut qu'à l'origine, il y a des gens qui mettent sur la table ces histoires-là. Et alors là, comment se passent les choses? Alors là, nous sommes en train, effectivement, avec une équipe d'historiens, et notamment un de mes jeunes doctorants, Benjamin Jérôme, de travailler justement à cette question de la dénonciation et des dénonciateurs. Car ce qui est frappant, c'est deux ou trois choses essentielles. La première, c'est que ces dénonciateurs ont des noms et vont pouvoir se faire au fil du temps une véritable spécialité à travers la dénonciation des scandales. Ils ne font pas d'ailleurs nécessairement que cela, mais ça peut, à l'occasion, les occuper. Deuxième élément important, il est très frappant de mettre en perspective cette littérature de dénonciation des scandales. Littérature de dénonciation des scandales où le dénonciateur se pose en général en chevalier blanc ou en martyr, quelqu'un qui risque quasiment sa vie pour porter à la connaissance du public le scandale, mais en même temps, et c'est ça qui est très intéressant, quelqu'un qui peut être informé. Ce qui pose évidemment toute la question de savoir comment ces dénonciateurs, en général des journalistes, des publicistes, peuvent être informés. Et dans l'affaire Stavisky, il est clair que vous aviez d'un côté la qualité littéraire indiscutable de l'Action française et des polémistes de l'Action française, Léon Daudet en tête, mais Léon Daudet, ce n'est pas uniquement du style, c'est aussi, par rapport à l'affaire Stavisky, une capacité à récupérer et à traiter une information qui est une information en général juste, quand on prend évidemment tel ou tel fait isolément. Après, la façon dont Daudet évidemment met les choses en gerbe peut évidemment prêter à discussion, mais le problème est déjà d'arriver à nourrir au fur et à mesure d'une campagne de presse à maintenir au fil d'une campagne de presse l'opinion en alerte. Il faut un travail d'investigation réel pour que la dénonciation soit fondée. Et comment Léon Daudet arrivait-il à réunir toutes ces informations? Alors, Léon Daudet, parce qu'après il les présentait d'une façon brillantissime. Non, mais il y parvenait parce qu'il avait deux types d'informateurs, Léon Daudet. D'abord, tout au long de sa vie, il a eu des liens avec un certain nombre de services de police, sûreté générale, etc. Mais surtout, il avait aussi, et ça c'était déjà le cas dans ses campagnes de l'avant 14, tout un réseau de correspondants.
il demandait aux gens de lui écrire. Oui. Dès qu'ils repéraient quelque chose qui leur paraissait étrange, etc. Et en fait, quand vous regardez les livres de Léon Daudet, vous constatez notamment toutes ces polémiques sur l'espionnage juif allemand, etc., la façon dont il met en avant un certain nombre de lecteurs. Alors évidemment, ce qui permet aussi, alors on est bien avant Internet, on est bien avant les réseaux sociaux, mais ce qui permet aussi d'associer les lecteurs et de transformer au fond cette affaire en ce scandale, cette affaire et sa dénonciation en une espèce d'opération collective et une opération de salut public. Alors on a un cas aussi qui est tout à fait intéressant et exemplaire que vous évoquez, c'est celui de Jean Montaldo. Oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est lui qui découvre dans les poubelles du Parti communiste des documents prouvant le soutien que celui-ci reçoit via la Banque d'Europe du Nord, les finances du PCF, de la part des soviétiques. Et ensuite, il sera l'auteur du Mitterrand et les 40 voleurs, alors qui va obtenir un succès de librairie extraordinaire, mais dans un silence médiatique à peu près total. Oui, ça c'est intéressant aussi, parce qu'il y a de fait une médiatisation par le succès des ventes, mais c'est vraiment le téléphone arabe, entre guillemets, qui fonctionne. Parce que au niveau des médias officiels, il faut bien dire que c'était le silence total. Absolument, mais en même temps, vous avez de la part du lectorat effectivement une appétence à savoir. Mais encore une fois, pour que le lecteur soit convaincu, encore faut-il qu'il y ait un certain nombre d'informations. Donc on a à la fois un journalisme d'investigation qui s'efforce, d'un côté, par des procédés stylistiques, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, de maintenir le lecteur en haleine, et de ce point de vue, le scandale ou l'affaire mis en scène par la presse, c'est d'abord un récit. C'est un récit où il faut effectivement fournir au lecteur un certain nombre d'ingrédients, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un certain nombre d'informations et de faits précis. Car on ne peut pas se contenter, bien entendu, de rester dans le vague. Et on parle depuis tout à l'heure d'affaires et de scandales qui ont été retentissants. Il faut bien voir qu'il y en a aussi beaucoup, comme aurait dit l'autre, qui ont fait pchit. Et de ce point de vue, si vous prenez une presse du Canard enchaîné aujourd'hui à bien des journaux antérieurs, le public aime bien toutes les semaines savoir un petit peu ce qu'il en est des dessous de la politique. Il y a une demande sur les dessous de la politique, les dessous de la finance. La plupart des affaires, entre guillemets, des toutes petites affaires dont on parle, ou des scandales dont on parle à un moment ou à un autre dans la presse, ne donnent pas lieu, effectivement, à cette mise en gerbe et à cette polarisation. Et il y a des publications dont apparemment c'est la raison sociale de se consacrer à ce genre d'investigation ou de révélation, mais qui sont extrêmement discrètes souvent sur certains scandales. On a évoqué le Canard enchaîné, par exemple. Sur un certain nombre de scandales divers et variés, je ne crois pas me souvenir qu'il ait été en pointe, par exemple, dans la dénonciation du scandale du Rampagraco de financement du Parti socialiste. Alors, non, mais si vous voulez, après, pour le coup, vous avez, alors d'ailleurs, le Canard enchaîné a fait l'objet de travaux historiques qui sont d'ailleurs très intéressants. On voit bien qu'il a pu évoluer lui-même au fil du temps. Et vous avez aussi, de la part de ces dénonciateurs, on parlait de Jean Montaldo tout à l'heure, le Canard enchaîné, je parlais de Léon Daudet, on pourrait en citer d'autres. Il y a également, à travers la dénonciation de ces affaires ou de ces scandales, un certain nombre de choix politiques qui peuvent être assumés. Et l'Action française ne dénonçait pas n'importe quel type d'affaires ou de scandales. Et Mediapart Alors, Mediapart, si vous voulez, c'est intéressant parce que Mediapart, c'est à la fois tout à fait nouveau, en ce sens qu'effectivement on voit bien ce que peut donner le numérique à l'heure du numérique, ce que peut donner la dénonciation de ces scandales. Et donc là, il y a une adaptation, si vous voulez, à la technique. Je ne suis pas sûr, cela étant, que les techniques d'investigation, les objectifs poursuivis soient fondamentalement différents de ce qui peut être observé par rapport à la presse écrite. Mais ce qui est vrai, en revanche, et c'est là où c'est intéressant, mais là ça dépasse d'ailleurs la question des scandales, c'est aujourd'hui la force, effectivement, du numérique. Nos contemporains s'informent de plus en plus par ce biais, à commencer par les jeunes générations, la force des réseaux sociaux. Et en termes de mobilisation, effectivement, les réseaux sociaux peuvent générer, pour le coup, toute une série de réactions. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les scandales actuels et dans les affaires actuelles, c'est que finalement, on a le sentiment, c'est une pure hypothèse que je formule ici,
mais que nos contemporains, finalement, utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer et dénoncer, alors que peut-être quelques décennies plus tôt, ils seraient descendus dans la rue. Ce qui est très frappant, c'est aujourd'hui la dissociation qui s'est faite entre la dénonciation des scandales et la manifestation. De même, mais ça c'est aussi lié aux institutions de la Ve République, ce qui avait été un moteur de la dénonciation des scandales sous les 3e, 4e Républiques, c'était l'antiparlementarisme. Sous la 3e République, c'était quelque chose de tout à fait prégnant. Aujourd'hui, évidemment, vu le rôle du Parlement dans les institutions et dans le système politique, l'antiparlementarisme est quelque chose qui a perdu, évidemment, beaucoup de son importance. Donc là, je crois que, si vous voulez, ce dont il faut se méfier par rapport à ces affaires et à ces scandales, c'est, Philippe Conrad le disait au début, du phénomène de récurrence. D'un côté, on pourrait très bien se dire qu'au fond, rien ne change, tout est pareil, de l'affaire du scandale de décoration à l'affaire Cahuzac. Oui. En réalité, et c'est un peu le travail aussi de l'historien, c'est de montrer, vieille articulation classique en histoire, que s'il y a des permanences, il y a aussi des ruptures. Et en la matière, je crois que ce que l'on observe aujourd'hui, avec les développements du numérique en particulier, les blogs, le rôle des réseaux sociaux, de nouveaux sites comme Mediapart, renvoie incontestablement à des changements qui ne sont pas seulement des changements de support, mais qui sont aussi sans doute des changements liés à la société elle-même, qui aspire, alors là, avec force, en cette matière comme dans d'autres, à des logiques de transparence, d'accès à l'information, etc., qui n'étaient évidemment pas les revendications de l'opinion il y a quelques décennies. Oui, et puis alors il y a toute une dimension aussi de gestion du mensonge dans ces affaires-là. On se souvient de Cahuzac, il n'y a pas de compte en Suisse, on se souvient de Nixon à l'époque du Watergate, Clinton pendant un temps à l'époque de l'affaire Lewinsky. Alors évidemment, la nouvelle dimension qu'ont prise les médias aujourd'hui tente à mettre en avant cette affaire du mensonge beaucoup plus qu'auparavant. Voilà. Et les effets sont encore plus dévastateurs. Là, je pense qu'il y a aussi une influence moralisatrice et américaine. Une influence américaine, voilà, c'est ça. Sur ce domaine-là. Bon, auquel il faut ajouter, bien sûr, avec justement tout ce rôle des courriers électroniques, des multiples façons d'accéder à l'information et même à une information privée, la difficulté qui est celle évidemment des acteurs sociaux, mais aussi de chacun d'entre nous, à pouvoir dissimuler quoi que ce soit. Je veux dire, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, je crois qu'on est dans un monde évidemment qui a sur ce point beaucoup changé. Ajoutons aussi, par rapport aux politiques, la montée en puissance en cette matière comme en d'autres des conseillers en communication. À l'époque de Stavisky, Caniche autant, non mais la division radicale n'a aucun conseiller en communication. Il essaie, bien sûr, voilà. Donc on est dans. Enfin, parfois il rate. Je pense à l'histoire de Hollande et du café chez la vieille dame. C'est totalement raté. C'était pas un scandale. Non, mais absolument. Non, mais je ne dis pas que ce soit un gage de succès. Oui. Ce que je veux simplement dire ici, c'est que vous avez à travers quand vous observez au fond le fonctionnement des scandales et leur médiatisation, vous constatez l'arrivée de nouveaux acteurs, tout simplement. Et les conseillers en communication comptent parmi ces acteurs, des experts qui vont venir parler des scandales sur les plateaux de télévision, quand en plus ils ont été des anciens professionnels, sont aussi des acteurs nouveaux, ce qui fait que, du point de vue de la médiatisation, il y a incontestablement, depuis une quinzaine d'années, des mutations qui sont des mutations, me semble-t-il, importantes. Et il y a moins de procès. Je pense à Philippe de Villiers qui disait, après la sortie de son dernier livre, qui a un succès fou, je n'ai eu aucun procès. Personne n'a osé attaquer ce que je disais. Quoi. Donc, oui. Alors, on évoquait tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, finalement, la révélation des scandales ne fait pas descendre les gens dans la rue, mais on peut penser qu'ils ont quand même des effets en matière électorale. Je pense par exemple aux élections de 1993 qui venaient après la révélation des scandales relatifs au financement du Parti socialiste. La déroute électorale est en partie, je pense, liée à ce phénomène-là. Incontestablement. Vous avez tout à fait raison, Philippe Conrad. Il ne s'agit pas de dire que les scandales n'ont pas d'influence. Et quand je parlais d'ailleurs des manifestations de rue et des mobilisations dans la rue, il est intéressant de voir
que si on laisse de côté la manif pour tous, comme on l'a dit, qui a surpris jusqu'aux appareils politiques. Ah oui, y compris ses propres participants. Voilà, y compris ses propres participants. L'immensité du succès rencontré. Voilà, donc là c'est un élément tout à fait particulier, oui, mais les mobilisations de rue en général ont perdu du terrain par rapport à d'autres modes de mobilisation. Donc je crois qu'il y a encore, l'histoire des scandales et des affaires est inséparable du contexte général dans lesquels il se déploie. Et ce qu'on appelle, entre guillemets, l'opinion publique, on pourrait beaucoup discuter pour savoir ce qu'on entend par là, mais l'opinion publique elle-même, les opinions publiques, eh bien, sont fonction et tributaires aussi de ce contexte. Alors, est-ce que, pour terminer sur une question tout à fait actuelle, est-ce que la révélation des liens directs ou indirects de certains de nos hommes politiques avec des États comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, avec la dimension financière que cela implique, même si c'est de manière indirecte, c'est de nature, selon vous, à avoir des retombées, des conséquences sur le plan électoral ? Ça le pourrait. Ça le devrait peut-être, mais là aussi il faut faire attention, on parlait du rapport scandale et politique, il faut aussi faire attention à la question de la complexité, justement. La complexité des liens financiers et la façon dont on peut présenter, je dirais, sur le mode le plus pédagogique possible les choses. Et la difficulté, évidemment, pour une presse qui essaye de rendre compte de cette situation, sans polémique ni volonté à tout prix de rechercher l'excès, c'est justement d'arriver à comprendre ce qui se joue, d'être le plus précis possible. Et là, le lectorat, évidemment, a beaucoup plus de mal à suivre, ce qui se comprend parfaitement qu'une affaire comme l'affaire Stavisky ou l'affaire Cahuzac, où chacun peut comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup, Olivier Dahr. Je rappelle donc la publication du dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, numéro 81, dont le dossier est consacré au scandale et à la corruption politique. Je signale également votre dernier ouvrage. Vous avez dirigé la publication des actes d'un colloque consacré au scandale et corruption à l'époque contemporaine, publié aux éditions Armand Collin. Voilà, c'est dit et l'émission se termine. Merci messieurs. Merci. Et à la semaine prochaine.